Bienvenue dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. À Alès, une enquête a été ouverte aujourd'hui pour l'agression sexuelle et viol aggravé contre un gynécologue obstétricien. 2 patientes ont porté plainte. La SNCM reste dans l'impasse. Le conseil de surveillance qui s'est tenu aujourd'hui n'a pas permis d'avancer sur la question du renouvellement de la flotte. La faute à l'État notamment. Chez eux, c'est la révolution, mais ils sont contraints de suivre les événements à distance. Les ressortissants ukrainiens marseillais sont partagés entre inquiétude et espoir. Et puis le salon Vini Sud bat son plein alors que le marché chinois est moins propice. Un nouvel Eldorado des viticulteurs languedociens pourrait être les États-Unis. Mais tout d'abord, donc, une enquête a été ouverte aujourd'hui pour agression sexuelle et viol aggravé contre un gynécologue obstétricien d'Alès. 2 de ces patientes âgées de 45 et 36 ans dénoncent des faits qui remontent à 1990 et 2009 et pour lesquels l'ordre des médecins avait été saisi. Des faits plus récents datant de 2013 ont également été relatés et devraient conduire au dépôt de 2 nouvelles plaintes. Il y a tout un stratagème de manipulation qui est dénoncé par ces femmes. Donc ça va commencer par la manière d'aborder la patiente, une manière de s'exprimer aussi, donc des propos déplacés, des questions sur la sexualité, sur les fantasmes, sur les pratiques sexuelles de la patiente, sur les positions, le fait aussi de refuser systématiquement qu'un compagnon ou une personne de l'entourage soit présent pendant l'examen. Après ça va dévier sur des gestuels, donc ça peut être des claques sur les fesses ou des regards même appuyés pendant que la patiente se déshabille ou s'installe sur la table d'examen. Et puis pour certaines, en tout cas une qui l'a dénoncée jusqu'à présent, ça ira jusqu'à des actes de viol qui sont dénoncés. À Marseille, c'est une réunion particulièrement importante pour la SNCM qui s'est tenue ce matin. Le conseil de surveillance devait se prononcer sur la commande de nouveaux navires pour renouveler la flotte de la compagnie. Mais au final, c'est le statu quo. La SNCM reste dans l'impasse. Marguerite Kirk. Échec au conseil de surveillance de la SNCM. La réunion de ce matin devait déboucher sur des négociations avec les chantiers STX de Saint-Nazaire. Objectif, mettre en route la procédure de commande de 2 navires. Mais ce matin, l'État, qui s'était engagé à soutenir la compagnie, s'est abstenu. Les actionnaires Transdev et Veolia ayant voté contre, l'éventualité de la commande de navires est donc repoussée. L'État recherche des précisions avant de prendre sa décision. Pour l'instant, aujourd'hui, l'État n'a pas autorisé le directoire à s'engager plus complètement dans cette direction-là. Pour les syndicats, c'est la déception. Selon eux, la commande rapide de nouveaux navires est un élément indispensable de la relance industrielle de l'entreprise. Le conseil de surveillance doit se réunir à nouveau à Paris le 7 mars. L'abstention de l'État, pour des raisons très embarrassées, favorise une nouvelle fois le retard du projet. Aujourd'hui, on a une attitude de Frédéric Cuvillier lui-même qui est particulièrement préoccupante. Une fois encore, les choses semblent bloquées pour la SNCM. Aucun autre sujet n'a pu être traité ce matin, comme les 440 000 € que la compagnie doit rembourser suite à une condamnation de l'Europe, un des principaux freins au sauvetage de la SNCM. Au chapitre social, toujours, on vous en a parlé, les sapeurs-pompiers de l'Hérault avaient décidé de lever le blocus des casernes et ils avaient promis de nettoyer leurs véhicules il y a une dizaine de jours. De nouvelles négociations ont été entamées hier, mais elles ont rapidement tourné court. Dès ce matin, le blocus a repris, notamment à la caserne de Montaubayrou, quartier du Millénaire à Montpellier. Il faut savoir que nous, tous les ans, on fait cadeau de 553 heures, donc on ne demande absolument pas à ce qu'elles soient payées, c'est absolument pas ça. C'est récupérer un petit peu de temps de travail pour l'instant, donc on a demandé à récupérer 192 heures sur les 553 qu'on perd tous les ans, sans compter bien sûr les nuits, les week-ends, les jours fériés qui ne sont pas comptabilisés, mais bon, on n'en parle même pas. Dans l'actualité également, la colère des brancardiers de la Timone à Marseille. Une vingtaine d'entre eux s'est réunie aujourd'hui dans les bureaux de la direction pour réclamer une réunion d'urgence. Ils s'inquiètent en particulier des conditions de travail dans le bâtiment médico-technique inauguré récemment. Ils demandent plus de moyens humains et matériels. Réaction au micro de Romain Péric.
Et l'hôpital, pour qu'il fonctionne et pour qu'il soit moderne, il faut ça passe par les hommes qu'on recrute, par les hommes qui sont qualifiés, les hommes et les femmes, par les personnels en poste fixe. Et là, on a des charges de travail de plus en plus importantes, des malades qui attendent de plus en plus. Aujourd'hui, c'est pas quelques miettes qui manquent, c'est réellement une vingtaine de brancardiers pour faire fonctionner normalement l'ensemble de l'hôpital de la Timone. Chaque année, les gendarmes de l'Hérault font face à près de 3900 cambriolages. Pour prévenir ces délits et inciter particuliers et commerçants à la vigilance, les gendarmes lancent une application gratuite. C'est la seconde version développée avec l'École supérieure d'informatique Epitech. La première, lancée en 2003, avait été téléchargée par 7500 utilisateurs. Nouvel appel entrant ici au centre opérationnel de la gendarmerie de l'Hérault. Un commerçant s'inquiète de voir deux individus rôder autour de son magasin. Il pourrait s'agir de cambrioleurs en repérage. On est sur le secteur de Lunel, donc des gens ont été repérés sur un scooter. L'information m'a été transmise, donc je demande par le biais de l'application aux utilisateurs de me remonter toutes les informations qu'ils pourraient avoir sur ce genre de phénomène. Des appels à la vigilance à destination des professionnels mais aussi des particuliers. C'est une information, je dirais, plus de sensibilisation, rappeler aux gens au moment des départ en vacances de s'inscrire auprès de la police ou de la gendarmerie pour faire sécuriser son domicile pendant une absence durable. Ça peut être des dispositifs, des messages de prévention, fermez vos portes et vos fenêtres quand vous partez, etc., etc. L'application a été développée avec les étudiants de l'école Epitech à Montpellier, une initiative du groupement de gendarmerie de l'Hérault, innovante et pilote en France. Concrètement, créer une application sur smartphone, c'est permettre à toute personne qui a un smartphone de trouver facilement les informations dont elle a besoin, savoir comment prévenir la gendarmerie en cas de besoin, savoir que l'on fait le 17. Le but, c'est que ce soit le plus simple et le plus facile pour tout utilisateur. Stop Cambriolage est gratuit et disponible dès aujourd'hui sur Android. Pour la version iOS, il faudra attendre le mois de juillet. Et d'ici cet été, le ministère de l'Intérieur pourrait décider si oui ou non cette application développée et testée à Montpellier sera étendue à toute la France. Un mot des municipales à présent. Nous sommes à 26 jours du premier tour. À la une aujourd'hui, un nouveau sondage à Béziers, un sondage qui donne Robert Ménard perdant. L'ex-président de Reporters sans frontières serait légèrement devancé au premier tour avec 1 point de retard. Par contre, au second tour, il est donné battu plus largement avec 6 points de retard sur le candidat UMP Elie Abou. Il s'agit d'un sondage de l'Institut Ipsos pour France 3. On va maintenant s'intéresser à ce qui fait les gros titres dans la presse actuellement, la révolution ukrainienne. Le pays est à un tournant de son histoire. La situation est synonyme d'inquiétude mais aussi d'espoir pour les ressortissants ukrainiens basés à Marseille, des hommes et des femmes qui suivent au jour le jour les événements. Julien Butner, Blandine Marmichère. Natalia est ukrainienne, elle vit ici depuis 7 ans, mais cela ne l'empêche pas de suivre les actualités de son pays de près, surtout depuis les soulèvements à Kiev. Les Ukrainiens ont déjà payé trop cher pour leur liberté. Les Ukrainiens maintenant, ils sont très méfiants. Méfiants de choisir le président. Ça doit être personne honnête, son passé criminel. Le président Yanukovych destitué, l'Ukraine organise de nouvelles élections. L'ancien boxeur Vitali Klitschko a annoncé sa candidature aujourd'hui. Un changement nécessaire pour cet artiste peintre installé depuis 10 ans en Provence. Oui, c'est que le début. Parce que pour changement de gouvernement, changement de situation économique, situation politique, il faut presque tabula rasa pour Nouvelle-Ukraine. Au consulat ukrainien, on considère que le message donné place Maïdan est un signal fort donné au reste du monde en termes de défense des libertés. Ces événements ont montré qu'il y a une nation, non pas quelques troupeaux de moutons et tout cela, mais nation qui veut vivre comme tout le monde, dans un État démocratique, sans corruption, sans tsar. Les conflits à Maïdan ont quelque peu divisé l'Ukraine. Aujourd'hui, l'enjeu pour le prochain gouvernement sera de réconcilier la fracture entre pro-russes et indépendants.
On passe au résumé de l'actualité de la journée. Franck Chassagnon. L'opération Sangaris en Centrafrique sera prolongée. Le Parlement s'est aujourd'hui prononcé pour le maintien des militaires français en Centrafrique. Début décembre, François Hollande avait prédit une opération rapide, mais sur le terrain, la situation est plus complexe que prévu. La mort accidentelle dimanche d'un 3e soldat français est venue rappeler les difficultés auxquelles sont exposés les quelques 2000 militaires déployés dans le pays. Si le niveau de violence a en effet baissé à Bangui, le pays n'est toujours pas sécurisé. La criminalité provoquée par des groupes armés a explosé, notamment dans le nord du pays. Des erreurs d'organisation à l'hôpital Cochin à Paris. Après le décès d'une patiente la semaine dernière, le directeur général des hôpitaux parisiens, Martin Hirsch, a reconnu aujourd'hui qu'il avait eu des erreurs d'organisation en écartant toute faute individuelle. Même si elle avait été prise en charge correctement, tout de suite, etc., ça n'aurait probablement pas eu d'influence, ça ne l'aurait pas sauvée. Greenpeace monte une fois de plus au créneau contre le nucléaire. L'ONG écologiste veut limiter à 40 ans la durée de vie des réacteurs nucléaires français, contrairement au projet d'EDF. Greenpeace, qui présentait aujourd'hui à Paris son rapport, invoque des risques de sûreté des installations, mais aussi des risques financiers 4 fois supérieurs au-delà de 40 ans. L'ONG réclame aussi 45% d'énergie renouvelable en France d'ici 2030 pour anticiper la fermeture des capacités nucléaires. Retour à votre actualité locale avec les exportations de vin languedocien vers la Chine qui flanchent. Entre 2012 et 2013, les ventes ont chuté de 27,5%. Les viticulteurs régionaux misent sur le développement d'autres débouchés à l'international et notamment aux États-Unis, considérés comme le plus gros marché du monde. Reportage à Vigny Sud, à Montpellier, Mouadali Akabi. L'avenir du vin languedocien s'écrit peut-être en anglais. Le marché américain se tourne vers l'Europe après avoir privilégié pendant des années sa production ou celle du Canada et de Nouvelle-Zélande. Les mœurs se changent également et le vivier de connaisseurs se fait plus large, même s'il reste un travail de pédagogie à faire. La marque Sud de France a une maison à New York depuis 2009 pour faire la promotion de son vin et n'hésite pas à inviter les acteurs locaux. Même si les Américains ne connaissent pas le produit lui-même, ils savent que s'il est français, et c'est valable pour l'alimentaire ou pour le vin, il est le produit d'un patrimoine, qu'il est de qualité, donc c'est plus facile de le faire adopter par rapport à un autre produit venant d'autre part dans le monde. Alors les États-Unis, nouvel Eldorado du vin de la région. Dans chaque ruée vers l'or, il y a un pionnier. Samuel Guibert en est un. Présent sur le marché américain depuis bientôt 20 ans, son vin est aujourd'hui distribué dans 32 États du pays. Mais pour une success story comme celle-ci, il faut en vouloir. Si vous ne parlez pas anglais, les États-Unis, c'est impossible. Si vous n'êtes pas prêt à payer votre personne, c'est-à-dire à y passer presque un mois dans l'année, voire plus. Moi, j'y passe 6 mois, donc et je pourrais y passer toute l'année. Ça sera difficile. Si vous êtes prêt à dire, voilà, les États-Unis, c'est mon objectif, j'y passe du temps, je pense qu'il y a de très forts potentiels. Le chiffre d'affaires des exportations a atteint cette année les 59 millions d'euros et les spécialistes tablent sur une croissance à 2 chiffres pour l'année prochaine.